Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Top Catch. Au travers de cet épisode, nous allons revenir sur 5 choses à retenir, ou à oublier d'ailleurs, qui se sont déroulées lors du Raw du 27 mai 2019. Alors on va pas se mentir, après un pay-per-view assez chaud bouillant du côté de la AEW ce week-end, waouh, c'est assez difficile de passer à ce Raw que j'ai trouvé personnellement très long à regarder. J'ai trouvé qu'on pouvait très rapidement s'ennuyer, je pense que vous allez être d'accord avec moi. Surtout que la preview de Raw annonçait beaucoup de choses, et au final toutes ces choses n'ont même pas eu lieu lors de Raw, c'est-à-dire que les rivalités n'ont pas avancé, on n'en sait pas plus, enfin bref. Waouh, j'ai l'impression que c'est faire un show pour faire un show, donc c'est un peu compliqué, et on va revenir là-dessus en 5 points. Premièrement, le cas Brock Lesnar. Alors notre ami Brock Lesnar, vous le saviez, c'était annoncé déjà depuis presque une semaine, il devait nous révéler son adversaire contre qui il allait encaisser sa mallette. Alors déjà, rien que pour commencer sur le principe, ça je déteste ça. On remporte une mallette Money in the Bank, on aime cette mallette pour le côté imprévisible de la chose. Alors pourquoi vouloir annoncer contre qui encaisser la mallette? Je ne comprends pas ce principe. Je veux dire, on a moyen d'avoir un segment dans l'année n'importe quand inattendu où on voit le Mr. Money in the Bank arriver avec la mallette en surprise quoi. Et non, il faut dire Brock Lesnar il encaissera sa mallette à tel show. Au moins tout le monde le sait, c'est cool. Non, enfin je veux dire, vous le faites arriver n'importe quand, n'importe où. Waouh, c'est une sacrée surprise et ces moments-là, ils sont restés mémorables à chaque fois. Je pense au catch de CM Punk à Jeff Hardy à Extreme Rules par exemple, ou à Raw sur Edge. Voilà, il y en a plein des catchs qui sont restés mémorables pour l'imprévisibilité. Et ben là, faut faire la même chose avec Lesnar, surtout que c'est Lesnar quoi. Enfin, je veux dire, vous lui avez donné la mallette, maintenant, faites-nous un beau catch quoi. Enfin bref, on clôt cette petite parenthèse. Maintenant, le segment d'ouverture de Raw. Pourquoi avoir eu ce segment où on a déjà les deux champions qui sont sur le ring qui arrivent, bon ça ok, mais surtout Brock Lesnar qui arrive en dansant quoi, en dansant avec sa mallette en mode radio sur l'épaule là. Non s'il vous plaît, pourquoi? Ça reste Brock Lesnar quoi, le mec il a une crédibilité monstre. Et non, on le fait danser comme un guignol sur le ring, j'ai pas compris. Franchement, j'ai même pas rigolé, moi j'ai trouvé ça un peu gênant pour Lesnar quoi. Parce que, bon, un autre lutteur pourquoi pas, mais pas Lesnar s'il vous plaît, pas Lesnar. Donc on a Lesnar qui arrive en dansant, tranquille, avec sa mallette sur l'épaule. Ok, bon. Et après, on a forcément une petite bataille entre Kofi et Rollins. En gros, ils se battent pour Lesnar. Ils veulent tous les deux que Lesnar encaisse sa mallette sur eux. Donc voilà, et Lesnar qui devait nous révéler son choix pour cette mallette. Et au final, il ne l'a pas fait. Et Paul Heyman annonce ensuite que l'annonce n'aura finalement pas lieu. Brock Lesnar n'est pas prêt. Ok, tout ce segment pour ça. Ok, donc là on se dit voilà, pourquoi pas. Et au final, on aura un autre segment plus tard dans la soirée avec Lesnar, une fois de plus. Lesnar revient et dit que finalement il va informer le WWE Universe sur le champion qu'il va choisir. Il sera ensuite coupé par Seth Rollins qui viendra dire que Brock Lesnar est une blague, qu'en gros il a l'air d'un guignol avec sa mallette sur l'épaule et qu'il a déjà battu à WrestleMania, qu'il est capable de le battre une deuxième fois. Lesnar là commence à monter un petit peu en pression et commence à s'énerver et fait signe à Paul Heyman et à l'arbitre qu'il est prêt à encaisser sa mallette. Voilà, en gros c'est le message. Et là Paul Heyman commence à lire le contrat à l'arbitre et il lit cette fameuse phrase qui stipule que le possesseur de la mallette Money in the Bank a 1 an pour l'encaisser à compter de la date de la victoire. Et là Brock Lesnar il a comme une petite ampoule qui s'allumait au-dessus de sa tête et qui s'est dit oh j'ai 1 an. C'est pas comme si la mallette existait depuis WrestleMania 21, depuis 2005. Non, Lesnar n'était pas au courant, Lesnar ne savait pas. Il ne savait pas qu'on avait 1 an pour encaisser la mallette, donc il a appris ça avec grande surprise, et du coup il s'est dit, j'ai 1 an, pourquoi le faire ce soir? Finalement, non, je ne l'encaisserai pas ce soir. Allez, je me tire. Voilà, c'est ce qui s'est passé en gros, et donc Lesnar qui, en gros, a dit à Rollins d'aller se faire voir, et ça s'est terminé là-dessus. Ok,
Bon, alors on nous annonce dans la preview de Raw que Lesnar va annoncer contre qui il cache. Et au final, conclusion à la fin de cet épisode de Raw, Lesnar, ah j'ai un an pour l'encaisser, ah bah non, je le dis pas ce soir. Ok, pourquoi pas. L'attaque de Ziggler. Alors oui, j'en ai pas parlé tout à l'heure parce que je voulais parler seulement de Brock Lesnar, mais le segment d'ouverture s'est ensuite enchaîné avec une attaque de Ziggler sur Kofi Kingston. C'est-à-dire qu'après que Brock Lesnar soit reparti en coulisses, Kofi Kingston était toujours sur le ring et on a eu une nouvelle attaque par derrière de Dolph Ziggler. Alors j'avoue que j'en attendais un peu plus de segments parce que je comprenais pas trop en fait ce qui se passait. On a Ziggler qui débarque, qui l'attaque. Mais ce que j'ai trouvé bizarre dans tout ça, moi, c'est que le segment était relativement long en fait. Donc il a attaqué Kofi Kingston assez longuement. Après, on a eu l'intervention de Xavier Woods qui est venu défendre Kofi Kingston. Ensuite, on a Dolph Ziggler qui s'en est pris à Xavier Woods, qui a ensuite réussi à s'échapper, à partir en courant. Donc du coup après on se retrouve avec Kofi Kingston et Xavier Woods qui sont en train de s'entraider. Puis on a Dolph Ziggler qui revient d'un autre côté pour les attaquer. Enfin bref, c'était assez bizarre. Et ça se conclut ensuite avec une promo de Dolph Ziggler donc, qui est sur le stage pendant que Kofi et Woods sont sur le ring. Et durant cette promo, en gros, Ziggler, moi je l'ai trouvé excellent au micro. Je trouve que vraiment cette rivalité et alors c'est peut-être parce que je suis vraiment un grand fan de Ziggler aussi, c'est possible, je suis peut-être pas totalement objectif, mais je trouve que contrairement aux autres rivalités qu'on a eues avec Owens par exemple après WrestleMania pardon, je sais pas, je trouve un plus dans cette rivalité et j'aime énormément ce qu'il y a du côté du titre de la WWE en ce moment. Même si je me doute que Ziggler va pas remporter le titre à Super Showdown, enfin en tout cas moi j'y crois pas personnellement. Je trouve quand même la rivalité très très bonne et je voulais mettre ça dans ce top 5 parce que pour moi c'est une des 5 choses à retenir de ce Raw. C'est cette promo où en gros Ziggler évidemment dit qu'il aurait dû être à la place de Kofi Kingston à WrestleMania. Et qu'en gros, du coup, vu qu'il n'a pas eu sa place à WrestleMania, que c'est Kofi qui l'a eu, il compte bien avoir sa place à Super Showdown en remportant le titre. Voilà, c'est en gros le résumé de tout ça. Mais il a eu un bon speech de 5 bonnes minutes qui était vraiment intéressant, j'ai trouvé. Donc voilà, un bon point pour Ziggler et Kofi Kingston dans cet épisode de Raw. Baron Corbin, challenger numéro 1. Alors on nous annonce au début de Raw que nous allons avoir un Fatal 4-Way Elimination Match. Où le vainqueur devient aspirant numéro 1 au titre universel et aura donc un match de championnat à Super Showdown. Donc ce match aura lieu plus tard dans la soirée, on arrive au match et ce sera donc Braun Strowman contre le Miz, contre Baron Corbin, contre Bobby Lashley. Sur le papier, je sais pas, moi je suis pas hypé par ce match, enfin j'ai l'impression qu'on voit les mêmes têtes autour de ce titre depuis plusieurs mois et ça m'agace un peu. J'aimerais bien voir quelque chose de nouveau. C'est dommage parce que tout ce qui est Fatal 4-Way Elimination Match, c'est à chaque fois pas mal, quoi, c'est de bons matchs. Là, on a eu un match qui s'est terminé avec Strowman et Lashley qui se battent ensemble et qui partent et qui donc sont éliminés du match. Donc on perd deux challengers d'un coup, il reste donc The Miz et Corbin. Et Corbin termine le match en faisant son End of Days sur The Miz pour la victoire. Bon, ok, pourquoi pas. Corbin contre Rollins pour le titre universel. Ça faisait plusieurs semaines que les live events avaient ce match en main event, donc je pensais bien que le Corbin Rollins allait arriver prochainement dans un pay-per-view. C'est pour Super Showdown. Bon, ok. De toute façon, je vois vraiment pas Baron Corbin remporter le titre, donc je pense que c'est vraiment histoire de remplir la carte et de meubler quoi, un challenger de transition. Mais au passage, Baron Corbin qui est très bon dans ce qu'il fait, je veux dire, il est détesté et critiqué à fond sur les réseaux, mais justement, il joue très bien son rôle. Enfin, je veux dire, moi aussi, je le déteste. Et d'ailleurs, quand je l'ai vu à Paris, c'est la première chose que je lui ai dit, mec, j'adore te détester, quoi. T'es vraiment très bon dans ce que tu fais. Et là-dessus, on peut pas le nier. Baron Corbin est excellent et on le déteste tous, mais parce qu'il joue super bien son rôle, voilà, tout simplement. Donc c'est un très bon catcheur. Après bon, dans le ring c'est une autre histoire, on peut aimer ou ne pas aimer, mais en tout cas le personnage lui est très bien joué. Donc ce qu'il faut retenir c'est que Baron Corbin est challenger numéro 1. Ah, ok.
4e point, ça n'avance pas pour le titre féminin. En effet, donc on a quand même Becky Lynch qui a fait le main event de WrestleMania. Et là je trouve que la transition est très rude, parce que vu ce qu'a fait Becky Lynch dans l'épisode de la nuit dernière, waouh. Donc on a eu un tag team match. Alors déjà je déteste ça, quand les championnes sont impliquées dans des tag team matchs comme ça. Pareil, j'ai l'impression que c'est pour remplir la carte, donc je n'aime pas ça. Becky Lynch et Nikki Cross contre les Iconics, Billie Kay et Peyton Royce, les championnes par équipe. Et là, bah voilà, on a un match, ok. C'est Becky et Nikki Cross qui le remportent. C'est d'ailleurs Becky qui fait le tombé final, heureusement. Mais voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de suite. On a après le combat Lacey Evans qui arrive et qui, comme d'habitude, fait son entrée. Voilà, elle joue son personnage, quoi. Et puis arrivée à la fin de la rampe, elle fait demi-tour et elle repart, comme elle nous a fait pendant des mois et des mois. Sauf que, voilà, ça n'avance pas, quoi. Je pense qu'il y a aussi le fait qu'il y ait Super Showdown en tant que prochain pay-per-view, et on sait que les femmes ne participeront pas au pay-per-view, et donc ça veut dire que pour booker des matchs pour le prochain pay-per-view, en ce qui concerne la division féminine, il faut attendre le prochain pay-per-view qui est Stomping Ground, et je ne sais pas trop exactement quand est ce pay-per-view, j'ai pas regardé la date, mais ça doit être dans assez longtemps du coup, parce que c'est après Super Showdown. Et du coup, je pense qu'ils essayent de meubler comme ils peuvent et de pas annoncer les choses trop tôt. Mais du coup, on se retrouve avec une division féminine qui stagne et qui n'avance absolument pas. C'est-à-dire que vous prenez l'épisode de la semaine dernière ou l'épisode de cette semaine, voilà, on est au même point. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quelle sera la prochaine challengeuse au titre de Becky. Alors que c'était un point de la preview aussi, mais on n'en sait pas plus. C'était annoncé par le site www.com qu'on en saurait plus, et on n'en sait pas plus, ok. Et donc Lacey Evans, on se doute que ce sera Lacey Evans, mais rien d'officiel encore, et on aimerait un peu plus d'action, et on aimerait avoir des spots un peu qui mettent Becky Lynch un peu plus en avant, quoi, parce que là c'est un peu limite. La chaise électrique. Et enfin pour terminer, alors on nous avait vendu la semaine dernière une 3e heure de Raw qui allait être très crue, qui allait devenir crue. C'est-à-dire une heure où on sait pas en fait, clairement quoi mettre derrière ce terme. C'est la WWE qui a annoncé ça la semaine dernière, avec un décor qui est plongé dans le noir pour bien différencier la 3e heure des 2 premières heures. Donc on ne sait pas trop à quoi s'attendre, et là on a eu un nouveau segment cette semaine qui s'appelle la chaise électrique. Le principe est simple, un catcheur fait son entrée, s'assoit sur cette chaise électrique, et on a Corey Graves dans le ring avec un micro, et les gens du public vont être pris au hasard, entre guillemets, mettez bien des guillemets autour du mot hasard, pour poser des questions à la superstar, et on peut poser toutes les questions qu'on veut sans filtre, et le catcheur répond lui aussi sans filtre. C'est ce qui s'appelle la chaise électrique. Et donc on a des questions qui sont posées à Sami Zayn, des questions qui sont pas forcément intéressantes, du style quand Sami Zayn va prendre sa retraite, du style pourquoi il n'a pas remporté le titre universel encore. Justement à la suite de cette question, Sami Zayn, c'est là qu'il a répondu quelque chose de très intéressant. Il a dit que tout simplement ça ne l'intéressait pas de remporter le titre universel, il n'est pas d'accord avec les questions qu'on lui pose. Il dit: voilà, pourquoi vous me posez toutes ces questions? Vous auriez tout simplement pu me parler de la AEW. Et il a cité le mot AEW à la télévision, il n'a pas été censuré. Voilà, c'est ce que j'attendais moi perso dans ce Raw, c'est que au moins ce nom de fédération soit prononcé une seule fois. Voir si la WWE vraiment allait peut-être pas répondre aux provocations de la AEW, mais au moins en parler ou l'évoquer. Et ça a été fait. Alors je ne sais pas si ça vient vraiment seulement de Sami Zayn ou si c'était vraiment prévu. J'en ai aucune idée. Mais en tout cas après, la foule s'est mise à chanter AEW en chœur. Et voilà, c'était pour moi aussi un point à retenir, je trouve. C'était, j'étais très surpris. Et voilà, c'était l'un des meilleurs moments du show. J'en attendais un peu plus quand même. Mais en tout cas, cette chaise électrique, je pense que ça peut être pas mal si vraiment c'est sans filtre. Et voilà, si ça peut continuer dans cette direction. Mais en tout cas, les gens ne sont clairement pas choisis au hasard.
ou du moins les gens peut-être, mais pas les questions qui sont posées. Voilà, je pense qu'il y a clairement une sélection avant. Voilà, c'est ainsi que s'achève cet épisode de Top 4 sur les 5 choses à retenir ou à oublier de cette semaine. J'espère réellement qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre pour soutenir financièrement la chaîne YouTube. On se retrouve très très vite. D'ici là, portez-vous bien. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.